La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à vous de nous retrouver ici sur les chaînes du groupe Carac. Bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Très bien, ma foi. Aujourd'hui, nous célébrons le début de cette année 2025 et avec elle, on va s'intéresser à quelque chose de particulier parce que nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à Genève. Non, alors on va commencer par un chiffre. Retenez votre souffle. 3 553 303, c'est très précis. C'est donc un peu plus de 3,5 millions. C'est le nombre de nuitées dans le canton de Genève en 2023. 2023, c'était un record pour lequel notre invité travaille au quotidien. Il dirige depuis 2019 la Fondation Genève Tourisme et Congrès. Évidemment, on lui demandera si en 2024, on a fait mieux. Nous recevons aujourd'hui Adrien Genier, le directeur de la Fondation Genève Tourisme et Congrès. Adrien Genier, bonjour. Bonjour Ludovic, bonjour Frédéric. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici pour B2B. Nous allons, comme la coutume de cette émission, s'intéresser d'abord à vous en qualité de personne, avant de s'intéresser davantage à la Fondation Genève Tourisme et Congrès. Vous êtes habitué des plateaux de télévision ? J'en ai fait quelques-uns, tout à fait. Mais c'est toujours un plaisir, en tout cas, un exercice auquel je me prête volontiers. En plus, l'interview est particulière. On a le temps de parler, on a le temps d'aborder plusieurs sujets, donc je me réjouis. Je suppose qu'au travers de vos voyages professionnels pour aller représenter Genève à l'extérieur, sur la planète, vous êtes amené parfois à parler sur des plateaux à l'étranger ? Absolument, ouais, sur des plateaux, alors dans le cadre de certains événements qu'on organise soit nous-mêmes ou avec des partenaires, que ce soit avec Suisse Tourisme ou dans le cadre d'autres événements qui font des expositions, typiquement aussi le Grand Prix de l'horlogerie de Genève, qui, comme vous le savez, en novembre, célèbre les meilleurs garde-temps. Et puis... pas que de Genève d'ailleurs. Pas que de Genève, non, c'est l'universalité qui est chère au cœur de notre président, Raymond Loretan. Et donc on va... président de la GFI, comme vous mentionnez son nom, il faut que je précise. Tout à fait. Pas en été vis-à-vis de ceux qui nous regardent. Oui, tout à fait. Et donc c'est une occasion pour nous, unique et excellente, d'aller présenter Genève sous l'angle de la haute horlogerie, qui fait aussi son ADN, aussi sous l'angle touristique, parce qu'on peut beaucoup visiter. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, j'ai aussi des fois des invitations sur les tableaux ou dans le cadre d'événements à participer. Alors d'ailleurs, vous devez le faire dans différentes langues, puisqu'on note que vous êtes quintulingue. Vous parlez l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le portugais, le français, un peu de suédois. Si lite svenska, men inte lite. Il vous en reste quelques bonnes briques. Quand même. Ouais, très franchement, peu encore. Ouais, un tout petit peu. Mais c'est un plaisir. Le problème est qu'en fait, les Suédois parlent parfaitement l'anglais. Et donc, ils sont très polis lorsqu'on commence à parler un petit peu en suédois, mais très rapidement, on retourne vers l'anglais. Mais c'est une langue que j'ai beaucoup appréciée. Dans le cadre de vos activités aujourd'hui, pour votre plaisir personnel peut-être, est-ce qu'il y a d'autres langues que vous aimeriez apprendre ? J'aimerais bien apprendre l'italien, très franchement, notre troisième langue nationale. J'ai justement plusieurs langues latines que je maîtrise bien, autant de manière orale qu'écrite, mais l'italien, ça me plairait beaucoup. Et puis, j'essaye quand même toujours de pratiquer autant que je peux le Schweizerdeutsch, parce que ma grand-maman et ma mère étaient bernoises, enfin, ma grand-maman était bernoise, ma maman est toujours bernoise, mais j'ai de moins en moins l'occasion de le pratiquer, maintenant que je suis à Genève. Lorsque je travaillais à Suisse Tourisme, la plupart, en fait, de mes contacts, de mes partenaires, qui étaient les régions, différentes régions touristiques suisses, c'était en allemand et puis un petit peu en Schweizerdeutsch, que j'aime beaucoup, je trouve très sympa. Évidemment. Alors, évidemment, les langues, c'est aussi l'occasion de voyager en ne bougeant pas. Vous avez 2 enfants, 2 filles ? Absolument, oui, tout à fait. Elena, qui a 12 ans, et puis Mélissa, qui a 15 ans. Ça doit faire du travail à la maison ? Ça en fait, effectivement, ça fait du travail. Je dois dire que je salue ma femme, Vanessa, qui s'occupe beaucoup d'elle et qui garde aussi le cap. Et on a beaucoup de très bons moments aussi ensemble. Donc c'est du travail, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Est-ce que vous leur transmettez le goût du voyage, le goût de la découverte ? Elles l'ont déjà bien expérimenté, puisque on est allé, enfin la deuxième Elena est née au Brésil. On a beaucoup voyagé lorsqu'on était au Brésil. Ensuite, on est allé donc à Stockholm, en Suède. On s'est beaucoup déplacé dans les pays nordiques. Et puis depuis qu'on est de retour, effectivement, 1-2 fois par année, on voyage. Donc on aime bien faire des grandes capitales et puis de temps en temps faire un voyage un petit peu plus loin en avion. Le dernier qui était loin, c'était il y a
2 ans exactement, au Costa Rica, pendant 3 semaines. C'était magnifique. Alors justement, vous parlez de vos voyages, entre guillemets, personnels. Je vais revenir. Vous êtes titulaire d'un master à la HEC de Lausanne, mais très vite, le tourisme vous a intéressé, on va y revenir. Et puis, après avoir terminé vos études, vous avez travaillé pour Suisse Tourisme à Estavayer-le-Lac. Pour l'Office du tourisme d'Estavayer-le-Lac et Payerne, surtout toute la rive sud du lac de Neuchâtel. Je ne sais pas si vous connaissez la rive sud du lac de Neuchâtel qui s'étend de Yverdon jusqu'à Cudrefin, enfin Morin. C'est une région magnifique, vraiment absolument magnifique. Et puis j'y ai travaillé en tant que directeur de l'Office du tourisme intercantonal. Ouais. Et après Suisse Tourisme. Et là, très vite, oui, vous avez basculé à l'international avec Suisse Tourisme. Tout à fait, oui. Et c'est de là que vient le Brésil. C'est de là que vient le Brésil. J'ai eu la chance d'être... j'avais déposé déjà mon curriculum et puis on m'a demandé si j'étais intéressé à candidater pour l'ouverture du bureau au Brésil, où il y avait déjà une petite unité, mais il fallait vraiment lui donner plus d'ampleur. Et puis Suisse Tourisme allait avoir son propre bureau physiquement. Et donc, voilà, j'ai candidaté, j'ai obtenu le poste. Et ensuite, ça a été 4 ans et demi d'une aventure autant personnelle que professionnelle qui était fantastique. C'était en plus un moment très particulier parce que c'était de 2012 à 2016. Et donc, il y a eu la Coupe du Monde et pour terminer, les Jeux Olympiques à Rio. Donc, j'ai beaucoup travaillé étroitement aussi avec Présence Suisse, avec Nicolas Bidot et puis Alexandre Edelman, qui est maintenant à la tête de Présence Suisse. Et est-ce que cela ne vous manque pas, le soleil sud-américain, cette atmosphère qui est quand même très différente? Oui, tout à fait. Bien sûr, hein, ça me manque. Et puis, si on a l'opportunité, on retourne au Brésil. J'y suis allé l'année précédente justement pour affaires. Et c'est toujours un plaisir. Mais c'est vrai qu'habiter dans une ville comme Sao Paulo, avec 25 millions d'habitants, avec quand même une insécurité qui est un peu permanente. Donc évidemment, la plage, le soleil, on l'a le week-end. Et surtout durant l'été, qui est inversé. Hein, mais l'hiver, il fait froid à Sao Paulo et les maisons sont pas super bien isolées non plus. Donc non, c'était une expérience magnifique, mais je pense qu'on a fait ce chapitre et donc très très content d'avoir continué en Suède et puis maintenant à Genève. Finalement, on est quand même très bien en Suisse. Ah, c'est pas moi qui vous dirais le contraire. Et on est très très bien à Genève aussi. J'aimerais beaucoup que vous nous racontiez cette expérience alors que vous étiez encore tout petit, que vous m'avez avoué, et où le virus du tourisme et du service est venu vous piquer. Exactement. Ouais. En fait, c'est parti par la cuisine à proprement parler. Vous savez, quand on est tout jeune, 10 ans, 11 ans, on nous demande déjà, mais quel métier est-ce que tu voudrais faire? Alors, il y en a beaucoup qui savent pas trop et puis qui ont quelques idées. Et moi, c'était très clairement, je vais être cuisinier, je veux travailler dans un restaurant. C'était d'une logique implacable, c'est que de toute façon, les gens ont besoin de manger, donc j'aurai de toute façon un travail. Et puis, à 11 ans, j'ai fait mon premier stage professionnel dans la cuisine du restaurant café Le Soleil, à Brétigny-sur-Morand, mon petit village, voilà. Vous en gardez quoi comme souvenir en particulier? Un apprentissage peut-être? Alors physiquement, je me rappelle qu'il faisait très chaud, très humide. J'ai fait beaucoup de frites et coupé du persil, donc c'était. Ça vous a dégoûté? Mais ça m'a pas dégoûté, mais je me suis dit, il y a peut-être autre chose à faire qui restera en lien avec ça, parce que c'est un métier. Alors j'aime toujours beaucoup cuisiner. J'adore tout le monde de la gastronomie, de la restauration, des cafés. Je pense que vraiment il faut être absolument passionné pour faire ça. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de plaisir et je suis reconnaissant à toutes les personnes qui travaillent dans cette branche, mais pour moi je pense que ma passion n'était pas à la hauteur et je voulais découvrir quelque chose peut-être de plus large. Donc, c'est plutôt vers l'hôtellerie, après le tourisme. En tout cas, en parlant de passion dans votre métier aujourd'hui, vous rencontrez beaucoup de gens qui sont très passionnés. Il n'y a pas si longtemps, un guide sur les meilleures tables genevoises qui est sorti pour les touristes, ils ont pu le découvrir. Mais votre passion à vous, elle est davantage sur le lac, j'ai envie de dire. Sur le lac ou sur les océans, sur les mers, effectivement, c'est la voile. Ouais, j'aime beaucoup faire de la voile. Alors, vous avez quand même à votre actif 2 traversées de l'Atlantique. Vous avez fait participer à 3 bols d'or. Vous naviguez souvent, vous avez le temps? Un petit peu moins, malheureusement, cette année qui est passée. Ça fait partie des bonnes résolutions maintenant pour 2025 d'aller naviguer un petit peu plus sur le lac. Allez, on croise les doigts. C'est gentil. Et dans la navigation, le bol d'or, c'est une course. Hein. Il y a un esprit de c'est une régate, oui, tout à fait. C'est ce qui vous plaît aussi, d'essayer d'être le premier? Quand on participe à une régate, bien entendu, on a envie d'arriver le premier. Quand on fait de la voile, on sait qu'il y a aussi des fois des options tactiques, surtout sur le Léman, et puis sur une course qui est aussi longue comme celle du bol d'or, où il y a des options qu'on prend en fonction des vents qui peuvent, si on a de la chance, nous faire arriver pas mal en tête, ou alors tout à fait derrière, parce qu'après on est dans un creux.
Et si vous pouvez moins naviguer en ce moment, est-ce que vous suivez à distance le Vendée Globe, les exploits de Justine Métro, qui a un peu Bien sûr, oui, décroché au classement, mais qui est quand même toujours bien placé? De toute façon, rien que d'arriver au bout, c'est un exploit. Hein. C'est quelque chose de complètement incroyable de réussir à faire. Ça vous avec la préparation. Non, je pense pas. Non, c'est extrême. Très franchement, j'ai là aussi beaucoup de respect pour ce qu'ils font, mais il faut être totalement dédié. Et un en tour plus, du monde complet, hein, pour ceux qui savent pas de quoi on tour du monde parle. complet, en solitaire. Ouais. Et puis, je pense qu'une énorme partie du travail, c'est aussi toute la préparation, la recherche de sponsors, la préparation du bateau. Il faut une équipe autour de soi. Alors, c'est magnifique, mais je pense que c'est une aventure où il faut être complètement dédié. Oui, Justine Métro fait un tour incroyable. Alan Roura aussi. Hein. Alan Roura nous avait aidé lorsqu'on était en sortie quasiment durant la période du Covid. On avait fait des packages, des Geneva Box. Il avait accueilli faire des masterclass justement de régate. Justine Métro aussi avait participé avec nous pour une campagne avec Suisse Tourisme. Donc oui, je les suis, absolument. Ouais. Puis j'ai aussi suivi l'America's Cup, et puis qui a d'ailleurs quand même, Alinghi fait un magnifique parcours jusqu'en demi-finale, faut le relever. Et puis l'année, là maintenant 2025, on se réjouit d'avoir le Sail GP, Sail Grand Prix. Ce sera un grand événement. Est-ce que vous avez d'autres passions? Parce que j'avoue que à la préparation de cette émission, j'ai pu constater que vous aviez beaucoup de voyages à l'extérieur. C'était difficile de vous attraper en quelque sorte. Effectivement. Et je me suis demandé, est-ce que vous avez le temps de faire du sport, d'avoir des activités? J'en fais. Alors, je faisais beaucoup de la capoeira. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un art martial brésilien. De la danse. On dirait de la danse, mais en fait, dans le fond, c'est un art martial. Maintenant, j'ai beaucoup moins le temps de faire ceci parce qu'il faut faire en tout cas 2-3 fois par semaine. Vous l'avez découvert quand vous étiez au Brésil? Non, avant de partir au Brésil, en fait, par un ami. J'ai découvert ça et puis ça m'a beaucoup plu. Donc maintenant, c'est plutôt de la course, de la natation, même maintenant en eau froide, et puis du vélo. Donc le triathlon de Genève que j'ai fait plusieurs fois, mais je fais la version sprint. Hein, je suis pas non plus grand athlète, mais j'aime bien là, très franchement, la préparation. J'aime beaucoup l'ambiance quand on regarde le marathon et le triathlon. Il y a une ambiance de course populaire phénoménale qui est vraiment excellente, comme on l'a vu aussi avec la course de l'escalade. Bien sûr. C'est des très chouettes moments à partager. Alors pour terminer, une petite question concernant l'écologie. Je vais me permettre d'être un peu piquant. J'ai un ami grand-père qui n'était pas le mien, mais qui avait une expression assez incroyable, qui disait le tourisme, c'est l'art d'emmener des gens qui seraient mieux chez eux, chez des gens qui seraient mieux sans eux. À l'époque où malheureusement les questions de changement climatique, de dérive climatique sont au centre de beaucoup d'interrogations, beaucoup de craintes. Le tourisme parfois est montré du doigt. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ce grand-père et puis à ceux qui pensent que le tourisme n'est pas une solution et plutôt part du problème? Bon, le fait du tourisme en soi, alors effectivement, déjà la définition clé de l'Organisation mondiale du tourisme, c'est toute personne qui passe plus de 24 heures en dehors de son environnement habituel. Et effectivement, on peut se demander quelle mouche a piqué ces personnes qui veulent absolument sortir de chez eux pour manger de la nourriture qu'ils n'aiment pas forcément, être dans des chambres où ils ne savent pas qui était là avant. Enfin, c'est un petit peu étonnant. C'est assez, entre guillemets, romantique, hein, je dirais, l'activité touristique. C'est un peu une aventure. Mais il faut voir que maintenant, c'est devenu un vrai besoin. On remarque que si une personne gagne tout d'un coup une importante somme d'argent au loto ou autre, quand on lui demande ce qu'il va faire, c'est d'abord s'acheter un logement et ensuite de voyager. Donc, c'est, je dirais, un état de fait. À votre ami grand-père, ce que je dirais déjà, c'est que je pense que c'est pas très bon de rester isolé. Je pense que le tourisme favorise la compréhension des autres cultures et que si les gens voyageaient plus et puis qu'ils allaient plus connaître leurs voisins, les voisins des voisins, on aurait aussi une meilleure compréhension du monde et peut-être un peu moins de guerre dans ce monde. Ça, c'est une idée, c'est l'idéalisme. Mais pour la partie de l'écotourisme, enfin, l'importance sur l'environnement, il faut se rendre compte que la croissance du tourisme est là de toute façon. Alors je préfère être actif et puis amener les gens vers des solutions qui sont locales, où on a des personnes qui travaillent avec des producteurs locaux, leur dire lorsque vous voyagez, bien restez plus longtemps, plutôt que de faire l'autruche et puis de dire, ben voilà, non, je vais rien faire du tout. Et puis finalement, ces touristes iront quand même dans des destinations qui sont peut-être moins vertueuses ou qui amènent en tout cas des retombées économiques moins bonnes pour les locaux. La transition est toute faite pour que nous puissions parler davantage, cette fois-ci, de la Fondation Genève Tourisme et Congrès. Adrien Genier, vous dirigez depuis 2019 la Fondation Genève Tourisme et Congrès, à but non lucratif, et sa mission, c'est, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais c'est gérer le produit des taxes de séjour et de tourisme.
Il me semble que ce sont vos seules sources de financement, c'est juste ? Il y a une troisième source de financement qui sont les commissions qu'on obtient lorsqu'on attire des congrès dans la destination, parce qu'on travaille avec des organisateurs de congrès. Et là-dessus, on peut avoir une commission, mais ça reste relativement marginal, c'est peut-être 5%. Mais effectivement, les 95% viennent de la taxe de séjour et de la taxe de promotion. Et donc pas de subvention ? Pas de subvention directe. Mais c'est une taxe, donc certains vous diraient que c'est caché. Pour nous, ce qui est important, c'est que finalement, c'est les touristes et les personnes qui en bénéficient directement qui la payent. À peu près 60 collaborateurs, c'est juste ? Exactement, 60 collaborateurs. Et puis des recettes en 2023, c'était 18 millions de francs et 13 millions venaient de la seule taxe de séjour. Donc c'est-à-dire que le poids qu'elle pèse. Ça a commencé difficilement à votre arrivée parce que vite, vous avez eu la pandémie de Covid. Et pour donner une idée à ceux qui nous regardent, les recettes ont baissé à 4 millions. Donc c'était un choc, le choc Covid. Le tourisme en était vraiment la victime et vous aussi. Ça s'est bien repris depuis. J'évoquais en introduction le chiffre record de nuitées en 2023. Alors, 2024, on enregistre l'émission à toute fin de l'année. Comment ça s'est passé ? On a toujours une croissance encore très forte. Alors, si on compare par rapport aux années pré-Covid, à 2019, on est au-delà de 15% de croissance, avec deux croissances bien spécifiques qui sont sur nos deux plus grands marchés, qui sont la Suisse allemande et les États-Unis. On va me dire c'est quand même très loin l'un de l'autre, mais il n'empêche que pour nous, le marché suisse-allemand, qui maintenant représente à peu près 25%, donc un quart des nuitées, avant le Covid, ne représentait même pas 17%. Donc on a vraiment une croissance qui est extrêmement forte et qui nous aide beaucoup pour l'entre-saison, pour les week-ends, donc pour lisser un petit peu, je dirais, les revenus. Et puis on va détailler ces éléments-là. Un mot encore sur le lié à nuitées, c'est le taux d'occupation des hôtels. Oui. Il n'était pas encore supérieur à l'avant-Covid. Est-ce que là, on a rattrapé ? Est-ce que c'est... Malheureusement, on n'y est toujours pas. Et, donc pourquoi ? On perd toujours, bien parce qu'il y a eu une croissance de la capacité hôtelière extrêmement forte. Et donc, même si on a eu une croissance de 15% du nombre de nuitées, si dans le même temps, il y a une croissance de la capacité de 17%, voilà, il suffit de faire les maths, il nous manque un bout. Donc, on est encore à 5% en dessous du taux d'occupation. Ça veut dire qu'on a trop d'hôtels à Genève ? Non, je ne pense pas. C'est simplement que la croissance a été très rapide durant une période qui a été compliquée. Donc, en fait, pour avoir ce rattrapage, on est en train de le rattraper. Cette différence du taux d'occupation, elle est en train de s'amenuiser. Mais par contre, on n'est pas encore là. Et c'est pour ça qu'on doit redoubler dans nos efforts de promotion et aussi d'accueil. Parlons de ce qui tire vraiment ce tourisme. Affaires, loisirs... Quel poids encore la Genève internationale, par exemple, représente-t-elle ? Qu'est-ce qui est le moteur ? C'est bien la spécificité de Genève. Moi qui ai travaillé pour Suisse Tourisme pendant plusieurs années, je connais très bien les différentes régions touristiques, les différentes destinations touristiques, que ce soit urbaines ou de montagne. Mais par contre, Genève a cette particularité qu'en fait, alors bien sûr, on a le tourisme de loisirs et le tourisme d'affaires. Ce qui a soutenu en fait cette croissance, c'est quand même fortement le tourisme de loisirs, parce qu'on a une croissance qui est très forte de 15%, et dans le même temps, on a une réduction du tourisme d'affaires individuel. Donc, et puis de petits groupes qui sont liés aux grandes entreprises qui sont sur place. Donc ça, ils ont coupé en tout cas 30% ces voyages d'affaires. Mais par contre, les congrès sont toujours là, les expositions, surtout des foires, mais des foires professionnelles bien spécifiques. On va y revenir, mais... Et puis sinon, effectivement, l'activité de la Genève internationale. Vous évoquez les Américains, les Suisses allemands. Est-ce que les Chinois font leur retour ? Absolument. Les Chinois font un retour maintenant assez important, mais ça reste une part de marché qui est juste en dessous de 3%. Donc des fois, on a l'impression que c'est... Par rapport à avant Covid, on en est où ? On est à peu près à la même chose que ce qu'on avait avant Covid. Il nous manque encore quelques dizaines de milliers de nuitées. Mais on va, je pense, assez vite y arriver. Et il faut voir que la Chine en soi, mais vous le savez bien entendu très certainement, il y a quand même une économie un petit peu de repli. C'est un peu China first maintenant. Donc ils voyagent énormément en Chine, aussi parce que c'est bien vu par le gouvernement, par les autres. Donc il y a moins de toute façon de voyages internationaux, mais le volume est tellement énorme qu'il y a une très forte croissance. L'autre pays qui a un très très fort potentiel, c'est l'Inde. Et l'Inde est aussi en train d'avoir une croissance importante. L'Inde, la Chine, beaucoup de pays qui arrivent de loin avec des cultures très différentes. Est-ce que nos acteurs locaux du tourisme sont suffisamment formés pour ce genre de clientèle et de public ?
Oui et non. On a une hôtellerie et des services de restauration qui sont déjà habitués depuis des années à avoir une clientèle qui vient de pays très différents, qui ont des habitudes culturelles très différentes, donc ils savent s'adapter. Le fait est que dans les milieux, surtout du service, de la réception, enfin toutes les personnes qui sont, comme on pourrait dire, au front, là il y a beaucoup de tournus. Il y a un roulement en fait du personnel qui est très élevé. Donc on essaye, dès qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent, et même les personnes qui sont là depuis un petit moment, ça fait partie de notre mission d'accueil, on a créé ce qu'on appelle le Excellence Club. Donc c'est un club qui met déjà une information déjà de base sur Genève. Qu'est-ce que Genève? Parce qu'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, qui ne logent pas forcément, qui ne résident pas forcément à Genève. Donc elles doivent en tout cas connaître la base sur Genève. Ça veut dire quoi? Que Genève fait partie de la Confédération suisse, par exemple, par exemple, effectivement. L'escalade, ou que sais-je. Voilà, un petit peu de son histoire, quels sont les hauts lieux à découvrir. Et puis, donc, on a une formation en salle d'un peu plus de 2 heures, toujours des groupes de 20 à 25 personnes. Ensuite, il y a une visite de la vieille ville et ensuite, il y a une formation en ligne. Et pour ça, on arrive au niveau 1. Et ensuite, on a, pour revenir à votre remarque, des formations spécifiques au marché. Donc nos market managers qui vont sur les différents marchés, qui connaissent très très bien les habitudes de voyage, les habitudes de consommation et de comportement pour les marchés des pays du Golfe, pour la Chine, mais aussi pour la Suisse allemande ou alors pour les Brésiliens ou les Américains, donnent ces formations au personnel qui est au front. Donc on accompagne toutes ces personnes et on a maintenant sur 2024 264 personnes formées et on a à peu près 120 personnes qui sont en cours là maintenant de formation. On va doubler le chiffre d'ici à la fin de l'année. Avant de revenir au salon et congrès, un mot sur le franc qui est très fort. À quel point c'est pour vous un frein pour faire venir la clientèle touristique? Le frein, il est plutôt dans la variation du taux de change. C'est le plus grand problème. Enfin, les touristes, comme les chefs d'entreprise, détestent l'incertitude. Donc, si tout d'un coup, il y a des variations qui sont importantes, ça nous impacte. Le fait que le franc soit fort, bien entendu que c'est pas réjouissant, mais de toute façon, la Suisse et les villes suisses, que ce soit Zurich, Bâle, Lucerne, Berne ou Genève, ou Lugano ou Lausanne pour les citer, sont de toute façon des destinations chères. Donc on est des destinations haut de gamme, mais les personnes sont prêtes à payer une prime pour une qualité de produit qui est élevée. Si on prend juste le rapport avec l'aviation civile, la compagnie d'aviation suisse fait pas les meilleurs prix du marché, c'est des prix qui sont toujours très élevés et c'est quand même la compagnie qui est bénéficiaire dans le groupe Lufthansa. Donc je pense que le prix, et ça je l'ai dit en arrivant, c'est pas là-dessus qu'on va jouer, on va jouer sur la qualité du service et puis l'expérience unique et haut de gamme qu'on arrive à apporter à Genève. Concernant les salons, il y a le salon de l'auto qui était un temps le plus grand salon, le plus grand événement suisse. 700 000 visiteurs à l'époque, il est définitivement enterré. Quel impact ? C'est un impact bien entendu directement sur les nuitées. Durant une période de l'année où on a besoin de ce genre de salon, donc l'impact elle est négative. C'est aussi un impact qui, lorsqu'elle arrivait, donne un message à d'autres salons qui remettent en question effectivement leur existence. Mais c'est pas lié uniquement à Genève, c'est lié un comportement de consommation et puis à les producteurs, les distributeurs, comment est-ce qu'ils veulent, eux, rentrer en contact avec leurs pairs dans des événements B2B ou avec des clients. Donc c'est un impact qui est négatif, mais c'est une tendance de fond, une tendance lourde qui effectivement est très préoccupante. Et puis on est régulièrement en contact avec Palexpo pour voir quelles sont les pistes, où est-ce qu'on peut aller chercher d'autres événements. Alors il y a les congrès associatifs qui marchent toujours très 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 bien. Par contre la compétition est très forte dans ce domaine-là aussi. Mais il y a aussi d'autres événements qui sont des salons professionnels dédiés pour une branche bien spécifique qui continuent à très très bien marcher. Si vous regardez, Watches and Wonders marche toujours très bien. J'allais venir l'horlogerie. Le PHJ, exactement, pour les détaillants. Maintenant, un salon pendant l'été, les Geneva Watch Days et puis le Watches and Wonders qui sera cette année tout début avril. Mais est-ce que ça compense ce salon de l'auto, ça ? Il en faudrait d'autres. Ouais. Il en faudrait d'autres, bien entendu. Non. Vous visez quel type d'autres congrès pour remplir Palexpo et faire toujours venir ces touristes ici ? On a diversifié justement les congrès parce qu'il faut bien différencier dans ces grands événements. Il y a les salons professionnels, salons grand public. Et pour ce qui est des salons, c'est plutôt Palexpo et l'équipe de Palexpo qui va aller dénicher et puis chercher ceci parce qu'en fait, ils ont
disons, des avantages, des arguments que nous ne pourrions pas avoir, mais on travaille en étroite collaboration. Et pour nous, pour ce qui est des congrès associatifs, jusqu'à maintenant, 80%... Associatif, vous pourriez donner un exemple? Oui, l'association, effectivement, désolé si c'est pas l'association de quartier, on parle de l'association internationale des chirurgiens maxillo-faciaux, ou l'association internationale des dentistes, l'association internationale des hôpitaux, qui viendra d'ailleurs aussi à Genève. Donc c'est des associations professionnelles très spécifiques, dédiées, qui doivent chaque année, en fait, dans les corps de métier, se maintenir informés, avoir suivre justement des formations ou des conférences. Donc il y a toujours une partie conférence, une partie plus petit groupe de travail, et puis des exposants. Et donc là, on était, et on est toujours très compétitif dans tout ce qui est lié au médical, mais maintenant on élargit un petit peu plus à ce qui est finance, tech, droit et d'autres domaines d'activité qu'on peut appeler des clusters, donc des autres clusters qu'on va aller dénicher. Une dernière question dans cette partie, concerne la Genève internationale, oui. Qui est évidemment très importante ici. C'est plus de 10 000 emplois qui sont liés à cette communauté. Donald Trump retourne à la Maison-Blanche. Ce n'est pas un ami du multilatéralisme, c'est un euphémisme. Vous pensez que ça aura un impact sur le nombre d'événements que la Genève internationale organise chaque année à Genève ? Assurément, ça aura un impact sur ces événements. Dans quel sens, par contre, ça reste une question. Je pense que tout le monde est très préoccupé parce qu'il pourrait amener, surtout par les coupes budgétaires qui pourraient être faites. Je pense que c'est très clair, c'est surtout ça. Maintenant, quel impact ça aura ? Peut-être que ça pourrait amener des discussions plus intenses dans certains domaines. Donc, plus de personnes qui viennent pour se rencontrer, pour discuter, pour justement reprendre un petit peu les problématiques. Donc, ça aura un impact, oui. Dans quel sens et pour quelle agence ? Parce qu'il y a 42 agences onusiennes. Donc, lesquelles vont être le plus touchées ? Et puis, certaines, finalement, vont se dire, non, il faut qu'on se rencontre absolument encore une fois pour de nouveaux rounds de négociations. Donc, ça pourrait éventuellement amener plus de nuitées si je prends uniquement mon intérêt. Mais effectivement, c'est un vrai problème pour le multilatéralisme. Merci, Adrien Desgenais. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé avec nous à cette émission B2B. Un bon moment pour commencer. Presque fini. Presque terminé, effectivement. Parce que oui, avant de vous libérer, vous devez passer à l'exercice de la Madeleine, du questionnaire de Proust. Attention, elle est excellente, cette Madeleine. Un entrepreneur qui est peut-être pas encore connu, c'est Mathieu Gigondet de Initium. Je travaille maintenant avec lui et je respecte beaucoup ce qu'il fait. Créez votre réseau, croyez dans votre idée et soyez persistant. Mais en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour créer des entreprises actuellement en Suisse. Fly me to the moon. Fly me to the moon. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.